Le titre est vraiment intéressant. Il est la médiation de contre-culture ou un nouveau lieu commun, idéologie mobilitaire et nouvelle normativité. C'est vrai que souvent, quand on est dans la médiation, j'avais souvent vu donc, un travail qui est fait plus par des, j'allais dire, les premiers travaux étaient plutôt écrits par des professionnels de la médiation, et de plus en plus maintenant, donc, il y a, je suis content de voir, y compris ici, donc, cet objet de la médiation donc, fait l'objet d'un certain nombre de voix, hein, les références sont assez multiples, et c'est assez intéressant, donc c'est vrai que votre papier est assez suivi. Voilà, donc vous allez nous présenter en 15 minutes. Ok, ben voilà, je vous remercie de m'accueillir et je ne vais pas perdre plus de temps en remerciements, je vous remercierai encore après. Voilà, donc effectivement, le point de départ dont je suis parti, forcément, c'est l'appel à contribution, et dans cet appel à contribution, quelque chose a attiré mon attention, à savoir en fait une affirmation qui est une affirmation courante, selon laquelle en fait la médiation ressortirait à une contre-culture qui s'opposerait à une culture dominante qui serait une culture de la judiciarisation et du légalisme. En fait. C'est ça que j'avais envie d'interroger en me disant que finalement, d'une part, les révolutions, soit elles meurent, soit elles s'institutionnalisent, et finalement, les dominants d'aujourd'hui sont les contestataires d'hier. Et donc, je me demandais quel était le statut de cette médiation. Est-elle toujours, si tant est qu'elle l'ait été, la procédure contestataire qu'on dit qu'elle est et est-ce qu'elle ne serait pas finalement aujourd'hui l'une des incarnations d'une idéologie dominante qu'on ne voit pas à force d'avoir le nez dessus? Alors, si tel est le cas, par ailleurs, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la médiation? Rien n'est moins sûr. Est-ce que c'est la nouvelle de la victoire de la médiation? Et je vous dis tout de suite, ici, il ne s'agit pas de savoir si la médiation est révolutionnaire ou pas, mais d'interroger plutôt son positionnement par rapport à des idéologies et des schémas de pensée. Alors, quel est mon positionnement? Je travaille ici au confluent de deux recherches. Ma recherche doctorale qui portait sur la médiation pénale belge et qui interrogeait son rapport à ses idéaux fondateurs, qui a été publié, là vous avez la référence. Et par ailleurs, je croise cela avec mon travail actuel, qui est un travail que je mène avec Bertrand Montulet, qui est un sociologue des mobilités, et qui vise à comprendre le rôle du paradigme de la mobilité dans les légitimités contemporaines. Ça va s'éclairer. Je l'applique pour l'instant essentiellement au discours sur la prison, mais ici j'avais une occasion effectivement de faire un retour sur mes premiers amours, la médiation. Mon intervention sera centrée sur la médiation pénale puisque c'est ce que je connais le mieux, mais j'ai la faiblesse de penser qu'on peut généraliser quand même dans une certaine mesure mon propos. Alors, quid des idéaux fondateurs de la médiation? On va passer très rapidement, mais j'en ai identifié 3 pour les besoins de ma thèse. En fait, j'avais besoin, quelque part, de décortiquer un peu tout le corpus de discours sur la médiation, et j'ai identifié, en gros, 3 idéaux qui me semblaient à la base de la naissance et du maintien et du développement de la médiation pénale belge. L'idéal de médiation, qui est un idéal processuel, qui se fonde sur une critique des processus adjudicatoires classiques, notamment en ce qu'ils sont fondés sur la loi et sur une confiscation du litige, avec la promotion d'une restitution du conflit, d'un empowerment des parties, donc d'un renforcement des parties, une satisfaction des justiciables comme visée, et l'idée de l'établissement de normativités ad hoc visant à gérer un conflit à la fois. 2 sous-idéaux, pourrait-on dire, un idéal connexionniste qui se fonde sur l'idée que les conflits, finalement, sont relationnels et ne sont que relationnels, et que donc la solution est relationnelle. Et le consensualisme, l'idée que la sortie du conflit doit avoir lieu sans recours à l'autorité et au pouvoir, dans la mesure du possible, mais en tout cas avec une aversion certaine pour l'autorité et le pouvoir. Et ça faisait l'objet de mes interrogations dans le cadre de ma thèse. L'idéal de réparation, deuxième élément, qui est plutôt un idéal situé au niveau téléologique, quels sont les objectifs poursuivis par l'intervention dans le conflit en question, avec aussi une critique des systèmes en place, en l'occurrence les systèmes rétributifs, donc punitifs, et réhabilitatifs, donc plutôt curatifs, critiqués en tant que barbares, inefficaces, déconnectés des intérêts des victimes, voire des parties dans leur ensemble, etc. Et avec la proposition de processus fondés davantage que sur un couple infraction-peine ou sur un couple danger-mesure, sur un couple dommage-réparation. Donc ça c'est du classique, je crois que vous connaissez tous. Avec en ligne de mire de nouveau la satisfaction, et essentiellement ici la satisfaction de la victime plutôt que des parties. Et aussi
un élément assez important qui est l'élément de l'analogie entre le dommage et la réparation. Donc l'idée que la meilleure réparation est celle qui est la plus proche du dommage subi. Troisième idéal, un idéal de fluidité, qui est un idéal organisationnel, celui-là, qu'on retrouve aussi comme un leitmotiv, même s'il n'est pas porté par les praticiens de la médiation, et qui vise essentiellement à la mise en place de processus rapides, avec comme idée, ça va satisfaire les parties, de nouveau, et des processus efficients, avec comme idée qu'on va, grâce à ça, résoudre les nombreux et récurrents problèmes de la justice classique, à savoir encombrement, coûts, etc., etc. Voilà pour les trois idéaux fondateurs. Alors forcément, si on se place de ce point de vue-là, on se rend compte que la médiation pénale, finalement, est en ligne de mire par rapport à trois défis majeurs quand même, hein, donc les modes de résolution, les objectifs de l'intervention dans le litige et les institutions qui règlent le différend. Donc de ce point de vue-là, la médiation est révolutionnaire. Mais c'est une révolution du point de vue détenant du système répressif. Ça implique que le juge, voyant arriver le médiateur, se dise « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cela ?» Voilà donc la révolution qui est en marche. Mais finalement, est-ce que ce point de vue est le point de vue, en tout cas, est-ce que c'est le point de vue unique, est-ce que c'est un point de vue plus légitime qu'un autre, est-ce qu'un décentrement de point de vue ne serait pas intéressant? L'hypothèse ici est que d'un point de vue plus général, on peut modifier complètement la perspective, et ma proposition serait que l'idéologie mobilitaire, je vais y venir, peut être un analyseur des mutations sociales actuelles, de la normativité sociale, et aussi de la médiation qui serait donc portée par une idéologie qui me semble émergente, voire déjà bien installée, et qui règne assez largement en dehors de ce système conservateur qu'est le système judiciaire, et donc l'hypothèse est que la médiation alors serait portée plutôt par un courant dominant, plutôt qu'être une révolution. Faisons un petit détour spatio-temporel, non pas, je ne vous propose pas un voyage dans le temps, mais plutôt une petite vue des travaux que je mène actuellement sur la question de l'idéologie mobilitaire. De quoi s'agit-il? L'hypothèse de base est que nous sommes confrontés à une modification des représentations d'espace-temps. Des représentations, ça ne veut donc pas dire que la nature de l'espace-temps se modifie, j'en suis pas là, je ne fais pas de la physique. Ça ne veut pas non plus dire nécessairement que les pratiques relatives à l'espace et au temps se modifient. Je pense qu'elles le font, mais la théorie que je développe ne porte pas là-dessus. Elle porte sur l'espace comme dimension non nécessairement physique. Quand on parle d'espace, on pense toujours à l'espace physique. Or, les espaces sont nombreux, notamment l'espace social, mais aussi des espaces conceptuels, des espaces disciplinaires, etc. Énormément d'éléments peuvent être pensés au travers de la catégorie de l'espace. L'espace étant finalement une dimension qui n'a pas de raison de s'appliquer uniquement à l'espace physique. Par ailleurs, le temps, ça je ne vais pas tenter une définition du temps, c'est assez périlleux, et l'idée que, je parle d'espace-temps, que en fait, des conceptions, des représentations sociales de l'espace et du temps se combinent en des morphologies spatio-temporelles dans lesquelles espace et temps se répondent. Au sens où il me paraît qu'il est impossible de définir le temps sans définir l'espace et inversement. L'hypothèse de base, c'est le passage d'une forme limite, une morphologie que nous nommons la forme limite, à une morphologie nommée la forme flux. J'espère que ça va devenir un petit peu plus clair. La forme limite, qu'est-ce que c'est? La forme limite, c'est l'idée que l'espace dit le temps. L'espace est vu comment? L'espace est vu comme essentiellement une circonscription. Au commencement, l'espace est une étendue informe, et elle ne prend sens que par le tracé de frontières. Ces tracés de frontières, en fait, enserrent des circonscriptions qui sont censées être uniformes intérieurement. Prenons un exemple, le sexe. Eh bien, il y a l'espace des hommes et l'espace des femmes, et à l'intérieur de l'espace des hommes, tous les hommes sont des hommes, et à l'intérieur de l'espace des femmes, toutes les femmes sont des femmes. Ce qui pourrait se situer de manière ambiguë par rapport à ça est soit un dangereux déviant contestataire des normes, soit une anormalité en monstre, mais en tout cas, certainement pas quelque chose qui remet en question la règle, puisque, comme chacun sait, l'exception confirme la règle. Ce système de conception d'espace, qui est par exemple tout à fait visible d'un point de vue physique dans la façon dont sont pensées les frontières nationales à la fin du XIXe siècle, donne lieu à des jeux de limites horizontales et verticales, les subdivisions en départements, les communes, les provinces en Belgique, etc. Donc on est dans un jeu d'emboîtement, de hiérarchie, avec une absence d'interpénétration. Tous les espaces sont parfaitement distincts les uns des autres. Un exemple encore, la hiérarchie des normes et des cours et tribunaux. Il est bien entendu qu'un arrêté royal, comme on dit chez nous, est de niveau inférieur à une loi qui est elle-même d'un niveau inférieur à la Constitution, et il n'y a aucune raison
qu'il y ait des interpénétrations. Or, on sait qu'aujourd'hui, la hiérarchie des normes, surtout en Belgique, est dans un état assez, de déliquescence assez avancée. Le temps qui répond à cela est un temps constitué par une alternance de stase et de rupture. Pourquoi? Mais parce que si on veut maintenir la frontière, il faut évidemment la stabiliser. Si la réalité bouge en permanence, il est impossible de tracer une frontière. Donc le temps doit nécessairement être fait d'aires qui sont séparées par des ruptures brusques. On vous a appris à l'école que c'est ce jour-là qu'a eu lieu la Révolution française et que tout a changé. Si vous regardez dans les codes, vous vous rendez compte que le droit pénal moderne est en place avant la Révolution française et que des résurgences du droit pénal de l'Ancien Régime ont lieu, par exemple, sous Napoléon, où on recommence à couper la main des parricides, etc. Et donc, on est face à quoi? On est face finalement à une construction du temps comme étant une alternance de stase, l'Ancien Régime, l'ère moderne, ok, on est tranquille, entrecoupées par des ruptures qui sont brusques et facilement identifiables. La vision classique de la procédure pénale, c'est exactement ça. C'est un processus linéaire dans lequel vont survenir des événements qui changent tout. La saisine du juge d'instruction change tout. De la même manière que le renvoi par le juge d'instruction au procureur du roi du dossier change de nouveau tout. Et on est ainsi dans une succession d'aires. Et donc on est dans un système d'aires et d'aires, c'est-à-dire d'aires géographiques, spatiales et d'aires temporelles. Il nous paraît que nous sommes face à une modification importante de nos conceptions de l'espace-temps. Alors ça serait compliqué d'expliquer pourquoi nous pensons que c'est en train de survenir, mais voilà la formalisation que nous proposons. Nous proposons une formalisation dans laquelle, cette fois-ci, c'est le temps qui dit l'espace. Le temps est vu maintenant comme un flux responsable d'une érosion permanente, lente ou rapide d'ailleurs. La question n'est pas tellement celle de la rapidité que celle de la constance du mouvement, avec une absence de rupture claire. Finalement, tout est dans tout. Songeons par exemple aux âges de la vie. Il fut un temps où on savait quand on devenait un homme. On devenait un homme quand on commençait son service militaire, ou quand on se mariait si on avait été réformé. Mais on avait le choix, il y avait deux moments clés où on devenait un homme, et c'était à ce moment-là. Aujourd'hui, on peut très bien avoir 35 ans et jouer à des jeux de gosses sur une console, par exemple électronique. Ça n'est plus un problème. Ce que je veux dire par là, c'est que cette idée d'une succession extrêmement claire, de l'âge de raison à 7 ans, on commence à parler aux enfants. Avant, ça ne sert à rien, c'est tout à fait inutile, la bonne s'en chargera. Eh bien, cette idée-là, cette représentation-là du temps, à mon sens, a vécu au profit de l'idée d'une absence de rupture claire, d'une érosion permanente de toute relation. Évidemment, dans ce cadre-là, comment voulez-vous fixer une frontière, bien entendu? Fixer la frontière entre, par exemple, l'admis et le non-admis, fixer une frontière entre deux institutions, par exemple, c'est devenu impossible. Comment fixer la frontière entre la police et le ministère public? Si, à un moment donné, il sera quand même vachement intéressant que la police puisse faire ça, mais à un autre moment, il serait quand même intéressant que le ministère public ait autorité. Et finalement, on est dans du tout est dans tout, ça dépend des moments, ça dépend des circonstances, etc. C'est-à-dire que cette érosion-là va porter atteinte à la conception même que nous avons de l'espace. Je reprends encore un exemple. Dans beaucoup de débats sur la justice des mineurs, une des choses qui suscite non pas tellement la révolte que l'incompréhension, c'est l'idée qu'un jour, on devienne majeur. Et que donc, à 17 ans, 11 mois et 29 jours, eh bien, on n'est pas responsable de ces actes pénalement, et que 2 jours plus tard, on l'est. Ce n'est pas tellement que ça semble absurde, c'est surtout que c'est incompréhensible. Alors qu'avant, ça l'était tout à fait, c'était normal. Il fallait bien que l'homme, de manière prométhéenne, à un moment donné, dise ici est la limite. Alors, l'espace donc devient nécessairement un continuum. Ça ne veut pas dire quelque chose d'informe. Ça veut dire une continuité dans laquelle les espaces s'interpénètrent en permanence, les espaces nationaux, la police belge, à la poursuite d'un malfaiteur, peut pénétrer sur le territoire français et l'attraper et être compétente. Incroyable, il y a 100 ans, ça s'appelait un casus belli, et alors on était parti, les Maginot, inondation de l'Isère, etc. Et le destin du monde en aurait été changé. On est dans un espace qui est en continuité, qui est ponctué, c'est-à-dire qu'il est ponctué par des points d'attraction, des points de référence. La Belgique reste quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit que la Belgique c'était la France, et que la France c'était la Belgique. Mais c'est quelque chose qui est devenu flou. Et il y a un moment, on est plutôt en Belgique, il y a un moment, on est plutôt en France. Mais finalement, quand on est dans le Nord, on est quand même un peu en Belgique, parce que, par exemple, quand on commande des frites, eh bien, ils les ont bien cuites. Et quand on est à l'ouest de la Belgique, on est déjà un peu en France, parce qu'ils ont déjà franchement un accent qui ressemble à l'accent des Français.
Donc vous voyez, cette idée-là, c'est une boutade, mais cette représentation-là, de la continuité et des pôles d'attraction, est la manière dont nous pensons que l'espace est aujourd'hui mis en forme socialement. Un exemple qui nous ramène plus à notre objet d'étude, c'est la confusion des pouvoirs. Si vous regardez aujourd'hui la façon, Bigre c'était 15 et pas 20 effectivement, la façon dont on pense les compétences des différentes institutions, vous verrez qu'elles ont tendance à devenir indistinctes, par exemple le magistrat du ministère public devenant quasiment un premier juge de l'affaire. Alors, la médiation pénale, à mon sens, repose sur l'idée d'un rejet des frontières. Frontières de légalité, de compétence, de rôle entre auteur et victime, entre innocence et culpabilité, et donc plutôt sur l'idée d'une représentation du monde et de la formalisation du conflit comme étant faite de différentes teintes de gris, beaucoup plus que comme on va séparer le bon grain de livret, on va dire qui est en droit et qui est en tort. La temporalité aussi, c'est une temporalité du cheminement, avec une absence de phase claire. On avance, puis on n'avance plus, on stagne, on va aller au fil des progrès ou des régressions des parties, etc. Avec un rejet des normes prédéfinies, une impossibilité et un refus de faire jurisprudence, par exemple. Évidemment, quand on est dans un espace-temps indistinct, avec un temps qui érode tout, on est en mobilité permanente. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible d'être stable à partir du moment où l'ensemble des repères spatiaux sont en mouvement constant. Ce qui veut dire qu'on arrive dans ce que nous nommons une mobilité dérive plutôt qu'une mobilité franchissement, c'est-à-dire que la mobilité, ça n'est plus franchir la frontière, par exemple entre l'illégalité et la légalité, mais c'est une mobilité dérive où en permanence on se situe plus ou moins dans la légalité, dans l'illégalité, dans des pratiques plus ou moins acceptées ou pas, des tolérances sur des quantités de cannabis qu'on peut avoir sur soi ou pas, et des capacités à finalement s'arranger avec la victime plutôt que d'avoir affaire à la stricte application de la loi. La médiation, à mon sens, ressortit à une mobilité dérive, pas de positionnement, pas de rôle, pas de limite, peu de normes procédurales préétablies. Ce qui nous paraît, c'est que nous passons, et là je vais être obligé de passer une dizaine de slides, nous passons de la description à la prescription, au sens où cette modification des représentations spatio-temporelles, qui aboutit à une autre façon de concevoir la mobilité, débouche, pensons-nous, sur le passage de la mobilité irrépressible à la mobilité obligatoire. C'est ce que nous nommons l'idéologie mobilitaire, fondée sur 4 impératifs: activité, activation, participation et adaptation. Tous les 4 fortement liés, à mon sens, à ce qu'est la médiation. L'activité, c'est l'idée d'une activité permanente et nécessaire, obligatoire. La médiation, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe dans la médiation ? Quand les parties sont inactives, rien. Qu'est-ce qui se passe au tribunal quand les parties sont inactives ? Ça ne gêne personne, au contraire, c'est beaucoup plus facile. L'activation, c'est le fait que non seulement vous devez être en activité, mais en plus l'activité, elle doit venir de vous, c'est-à-dire que vous devez être à l'initiative. C'est vous qui devez être proactif. Évidemment, dans la médiation, ce qu'on demande aux parties, quelle est la partie idéale ? C'est celle qui vient en disant « j'ai une attente, j'ai une demande vis-à-vis de la partie adverse » ou finalement de celui qui va devenir plutôt mon partenaire dans la solution au conflit. Les solutions réparatrices, elles-mêmes, sont souvent fondées sur l'action des individus. On dit « qu'est-ce que tu proposes de faire ?» Bon, faire un travail d'intérêt général, ok, en Belgique c'est possible dans le cadre de la médiation, mais qu'est-ce que tu proposes ? Qu'est-ce que tu voudrais faire ? La participation, je crois que ce n'est pas la peine de s'étendre sur l'importance du paradigme de la participation dans la médiation, en rappelant notamment qu'un des débats récurrents, c'est la question de la participation de la communauté, des tiers au conflit. L'adaptation, qu'est-ce que c'est la médiation, si ce n'est la proposition aux parties de s'adapter les unes aux autres en se disant que c'est ça la solution à un conflit, et non le fait de trancher le différent. Conclusion, j'ai été très vite, la médiation pénale est à mon sens un processus mobilitaire et elle procède en fait, elle est une déclinaison d'un discours global, cette idée d'idéologie mobilitaire, dont les déclinaisons sont extrêmement nombreuses et dépassent très largement la sphère de la médiation. Et donc, il me semble qu'on peut renverser la perspective et proposer l'idée que finalement, la justice était quelque part un des derniers bastions de l'ancienne façon de voir l'espace-temps, la mobilité, etc. Je reviendrai dans une prochaine vie sur l'idéologie correspondant à la forme limite. Et donc, on est dans un cadre où si on élargit la perspective, on se rend compte que les principes de la médiation, si on admet que ce sont des principes mobilitaires,
sont présents dans le managérialisme, notamment de la justice, mais aussi de l'entreprise, dans la responsabilisation qu'on retrouve à toutes les sauces un peu partout, dans l'idée de recomposition familiale, dans les logiques familiales récentes, dans les redéfinitions culturelles et nationales, dans les redéfinitions identitaires, notamment autour de la question du sexe et du genre. Ce discours est dominant, mais la médiation n'est qu'une tonalité au sein de ce discours. Et c'est là que se termine mon exposé en disant « c'est pas forcément une bonne nouvelle pour la médiation ». Parce que si elle n'est plus révolutionnaire, mais qu'elle n'est qu'une voix minoritaire dans un processus qui prend de l'ampleur et qui, je le crains, se centre essentiellement, notamment sur des déclinaisons managérialistes du discours mobilitaire, alors la médiation n'aura peut-être pas grand-chose à y gagner, alors qu'elle était finalement assez bien placée comme outsider il y a une trentaine d'années ou une vingtaine d'années. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Bien, ce que je vous propose, est-ce que vous avez une ou deux questions? Et puis on passera, allez-y, oui. Vous répondez, donc vous posez vos questions, puis après une réponse collective, si vous avez un inconvénient. Vous l'avez soulevé à la fin, en fait, que pensez-vous de la médiation comme une technique de gestion, une manière de faire les choses de façon plus efficace en dépensant moins? Au Québec, en ce moment, même le code de procédure civile est en train de changer pour imposer la médiation, pour désengorger les tribunaux. Donc, on n'est plus nécessairement dans la philosophie, mais dans une façon de couper les budgets. Je ne sais pas si ça fait un peu partie de... Et moi, j'ai une perception différente de la médiation. Moi, j'ai vu que tu es parti du cadre que je définirais de postmodernité de la loi. Et la médiation est dans ce cadre de postmodernité et joue une fonction de réaffirmation dans la postmodernité. En même temps, je vois une résistance à la médiation. Dans mon expérience, les gens ne vont pas médier. Et moi, je partais d'un cadre psychologique, du narcissisme, pour dire, moi, je affirme complètement que ça, c'est moi, que mes contours se sont bien définis et que cette personne a passé ses contours et donc le limite, voilà, est réinstallé à travers le narcissisme. Et là, bon, c'est une interprétation qui part aussi de ma perception de ce que les gens veulent de la loi et de la médiation. Alors, très Attendez, une question. Laissez-moi. In the same direction. You started with an analysis of ideology. On the one hand, the ideology of mediation penale, and on the other side, it was the mobilitarian ideology. And then you started to build a theory on your ideology analysis. Mm-hmm. I think that's very convincing, because if you take like discourse analysis, semantical analysis, and mainly analysis of ideology, they are conducted to show that the structures or the reality doesn't correspond with the actual ideology, and with the critical impetus or with the aim to look for structures. Yeah, and then my question would be that if you are interested or capable to analyze resistance to mobilitarian or managerial reforms in the penal system or everywhere, basically. Alors, donc les trois questions. Oui. Très très brièvement. Oui. Alors, évidemment, moi, ma question n'est pas de savoir si c'est efficace la médiation. C'est pas ça ma question. Par contre, ce qui est effectivement intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on voit bien qu'il peut très bien se produire un glissement insensible des idéaux très, très purs et très progressistes de la médiation au départ, qui peuvent se voir progressivement contaminés, entre guillemets, par des déclinaisons sans doute moins progressistes de la même idéologie de base. Et effectivement, c'est intéressant de voir que dans l'idéal de fluidité n'est jamais invoqué par les praticiens de la médiation, qui, dans mes travaux, ne m'ont jamais dit, ou dans la littérature, ne disent jamais « Ah, faites-nous confiance, ça va aller très vite ». Au contraire, ils disent « Ah, c'est imprévisible, c'est lent, etc. » Et ce sont plutôt les gestionnaires, les politiques, etc., qui mettent ça en avant. Et on voit bien, effectivement, qu'il y a une lutte de ce point de vue-là. Alors, pour ce qui est de votre remarque, je suis tout à fait d'accord avec vous. Évidemment, ici, j'ai schématisé à l'excès, mais il est bien entendu que je ne crois pas une seule seconde que l'idéologie mobilitaire a maintenant le champ libre.
Il est bien entendu que d'autres façons de voir les choses sont encore extrêmement présentes, que les résistances sont très très fortes et que par ailleurs, très vraisemblablement, elles ne disparaîtront jamais. Je ne pense absolument pas qu'une idéologie, c'est une pratique, ce qui me permet de commencer à répondre à votre question. Je ne crois pas non plus un seul instant que cette idéologie-là soit autre chose qu'un essai de formalisation d'une partie des discours actuels. Et donc, pour en arriver à votre remarque, il est bien entendu qu'ici, je peux comprendre que ça ne soit pas très convaincant ma présentation de l'idéologie mobilitaire, parce que forcément, je ne peux pas vous faire 3 quarts d'heure sur pourquoi nous pensons que. Ça, c'est le livre qui est en cours de rédaction. Par ailleurs, bien entendu que dans ce livre, une des choses les plus importantes, c'est de comprendre quelles sont les résistances, et notamment qui peut se permettre notamment d'être immobile aujourd'hui. Ça, c'est sans doute une des questions les plus importantes. Parce que si tout le monde est obligé d'être mobile, on se rend bien compte qu'il y en a qui sont vite suspectés d'être immobiles, d'autres ne le sont jamais, etc. Et donc, il y a des jeux là-dessus. Et donc, forcément, ce n'est qu'un outil de pensée, et tout ce qui est intéressant par rapport à une idéologie, c'est juste de comprendre comment elles sont utilisées concrètement, sur quel registre, par qui, à quel moment, et éventuellement dans quelle combinaison. Parce que si on lit des travaux préparatoires, par exemple, de loi récentes, on y trouve plein d'idéologies mobilitaires, mais aussi plein d'idéologies de l'ancrage, la version antérieure, et on fait un melting pot de tout ça. Donc, voilà, je ne pense pas du tout, pas un instant, que les choses sont nettes. Très bien. Je vous remercie pour la concision des C'est moi qui vous remercie. On reviendra sous les autres aussi, les communications.